La guerre avait façonné Wilhelm Keitel et Alfred Jodl de manière irréversible, deux figures qui, au début, semblaient de simples rouages dans l'immense machine du Troisième Reich, finirent par devenir essentielles dans le théâtre d'opérations nazies. Tous deux représentaient la face la plus froide et calculatrice de la guerre, déplaçant troupes et ordres depuis des bureaux remplis de cartes. Pour comprendre leur rôle dans cette Allemagne, Keitel, un homme qui était monté dans les rangs de la Wehrmacht, était devenu la main droite d'Adolf Hitler pour les affaires militaires. Cependant, son véritable pouvoir n'était qu'un mirage. Bien qu'il signât des ordres et approuvât des opérations, il n'était en réalité qu'une marionnette des caprices du Führer. Les autres le voyaient comme un « oui, monsieur » ambulant, quelqu'un qui n'aurait jamais osé défier une décision, quelle que fût la nature de cette dernière. L'un des moments les plus sombres de la carrière de Keitel fut lorsqu'il signa l'ordre des commandos, une directive qui condamnait tout soldat allié capturé à une mort immédiate. Peu importait si cet homme était un simple soldat accomplissant son devoir. Pour Keitel, une signature suffisait pour sceller son destin, mais ce ne fut pas son seul acte de brutalité. L'ordre des commissaires, qui dictait l'exécution systématique des commissaires politiques soviétiques, montrait jusqu'où Keitel était prêt à aller pour sacrifier les ennemis du Troisième Reich. Les cibles n'étaient pas seulement militaires, mais aussi des civils, des femmes, des enfants, toute âme qui se mettait en travers du chemin de la machine allemande de l'époque. Alfred Jodl, quant à lui, était le cerveau stratégique de nombreuses campagnes militaires qui soumirent l'Europe à l'Allemagne. Depuis l'invasion de la Pologne jusqu'aux offensives sur le front oriental, Jodl apparaissait comme un génie de la tactique, calculant chaque mouvement avec agilité. Son talent pour élaborer des plans qui semaient le chaos sur le champ de bataille lui valut l'admiration de nombreux. Mais Jodl ne se contentait pas d'élaborer des mouvements militaires. Il signait également des ordres qui condamnaient des milliers de personnes à une mort violente. L'ordre des commissaires, une fois encore, atterrissait sur son bureau. Et tout comme Keitel, Jodl signa sans hésitation, veillant à ce que le nettoyage ethnique et les exécutions sommaires fassent partie de la routine quotidienne des troupes nazies. Pour lui, la guerre était une question de survie totale où il n'y avait pas de place pour des prisonniers. Les deux hommes, malgré leur proximité avec le Führer, vivaient dans une réalité déformée. Ils croyaient que leur loyauté aveugle serait récompensée par la victoire finale. Mais à mesure que les fronts s'effondraient et que l'armée allemande était surpassée, cette loyauté commençait à s'effriter. Les signes de la défaite étaient clairs, mais ni Keitel ni Jodl n'abandonnèrent le navire. Ils continuèrent de signer des ordres, d'envoyer des troupes à la mort, tandis que l'ombre de la défaite nazie se profilait de plus en plus sur l'Europe. Mais comment ces hommes et d'autres en sont-ils arrivés là? Eh bien, le début de la Seconde Guerre mondiale se préparait lors de réunions ambitieuses, entre des cartes déployées et des ordres signés d'une main tremblante, où des hommes comme Wilhelm Keitel et Alfred Jodl traçaient les plans qui allaient à jamais changer le destin de l'Europe. Tout a commencé avec le traité de Versailles en 1919, un accord qui laissa l'Allemagne humiliée et en ruine. Les cicatrices économiques et sociales étaient profondes et le peuple cherchait désespérément un sauveur. C'est alors qu'Adolf Hitler, avec ses discours grandiloquents, remplis de promesses de rédemption nationale et de vengeance, s'éleva parmi les ruines. En 1933, Hitler devint chancelier et sa vision de l'avenir commença à prendre forme. En 1936, sans à peine de résistance, il envoya ses troupes en Rhénanie, une région démilitarisée. Le mouvement suivant fut l'Autriche. En seulement 2 ans, l'Allemagne, sans tirer un seul coup de feu, annexa l'Autriche. Quelques mois plus tard, l'accord de Munich fut signé. La France et la Grande-Bretagne, avec l'espoir vain d'éviter une guerre, permirent à Hitler de s'emparer des Sudètes. Il croyait que, si on lui donnait ce qu'il voulait, Hitler se calmerait. Grave erreur. En mars de 1939, le Führer envahit le reste de la Tchécoslovaquie, démontrant que ses ambitions n'avaient pas de limite. Cependant, le 1er septembre de cette année, les forces allemandes franchirent la frontière polonaise, déclenchant la tempête que le monde craignait depuis des années. Les rues de la Pologne furent témoins du blitzkrieg implacable, une nouvelle forme de guerre éclair. La Pologne tomba rapidement, et avec cette victoire, le monde comprit que ce conflit serait différent de tout autre. Seulement 2 jours après, le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne.
La Seconde Guerre mondiale avait commencé. Derrière ces mouvements se trouvaient de nombreux cerveaux et mains à l'œuvre. Parmi eux, Wilhelm Keitel et Alfred Jodl. À ce moment clé de l'histoire, tous deux avaient déjà clarifié leur trajectoire de loyauté. En quelques mois, l'Europe était au bord de l'effondrement. Les troupes allemandes avançaient sans frein, et Keitel et Jodl voyaient leurs noms élevés au rang de héros dans la propagande nazie. Mais sous cette façade de succès militaire, une vérité bien plus sombre se cachait. Les ordres qu'ils signaient ne dirigeaient pas seulement des armées, ils condamnaient également des millions à la mort et à la destruction. Alors que la guerre faisait rage, les destins de Keitel et Jodl étaient scellés. Cependant, à ce moment-là, aucun des deux n'imaginait que ce seraient ces mêmes actes qui les élevaient, qui, finalement, les mèneraient à leur propre chute. Keitel, depuis sa position en tant que chef de l'Oberkommando der Wehrmacht, observait l'avancée rapide des forces allemandes. Cependant, malgré ses doutes internes quant à certains plans de Hitler, il n'osa pas s'opposer. Le destin de l'Europe était prévisible, et son silence serait aussi mortel que les armées qui avançaient sous son commandement. Pour sa part, Jodl, en tant que chef d'état-major des opérations, fut le cerveau derrière la stratégie militaire. Un crayon à la main et une carte devant lui, il concevait avec le haut commandement militaire les offensives qu'Hitler exigeait. La France fut sa prochaine proie. En 1940, tandis que les blindés allemands se frayaient un chemin à travers les défenses françaises, Jodl restait impassible, sachant que chaque mouvement sur le champ de bataille était une conséquence directe de ses décisions. Le pays tomba en quelques semaines, et avec cela le Troisième Reich semblait imparable. Mais Hitler fixa aussi son regard vers l'Est, sur l'immense étendue de l'Union soviétique. En juillet de cette même année, Keitel et Jodl assistèrent à une conférence où furent tracées les premiers esquisses de ce qui serait l'opération Barbarossa. Les voix qui avertissaient des dangers logistiques d'envahir la Russie en hiver furent ignorées, en partie à cause de l'obéissance aveugle de Keitel. Quelle était la raison de mener une telle opération militaire? Ils avaient simplement la certitude que la capacité militaire allemande remporterait une victoire rapide en Union soviétique jusqu'à leur allié. L'invasion commença en 1941 avec un succès initial écrasant, mais les lignes allemandes s'étendirent au-delà de ce qu'elles pouvaient soutenir, et l'hiver russe, impitoyable et féroce, les ramena à la réalité. Seulement un an plus tard, Jodl signa l'ordre des commandos qui dictait l'exécution immédiate de tout soldat allié capturé. Keitel ne resta pas en arrière. Sa plume signa le tristement célèbre décret Nuit et Brouillard, qui permettait la disparition des combattants de la résistance dans les territoires occupés. Mais l'opération Barbarossa ne fut pas seulement un désastre militaire, mais aussi un théâtre d'atrocités. Quand en mai de 1945 la défaite était inévitable, ce fut Jodl qui, de la même main qui avait signé tant d'ordres fatidiques, signa les documents de reddition inconditionnelle. Ce geste, dans un salon silencieux, marquait la fin de l'Allemagne nazie. Mais pour Jodl et Keitel, cet acte ne signifiait pas le salut. Leur nom, déjà gravé dans l'histoire comme exécuteurs de la guerre, les conduirait directement au banc du tribunal de Nuremberg, où ils auraient finalement à faire face aux conséquences de leurs actes. Obéissance mortelle, les bourreaux du Troisième Reich face à la justice. C'était en novembre 1945. Nuremberg, une ville en ruine, devint le théâtre de quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Le procès de ceux qui, quelques années plus tôt, régnaient en maître, décidait du destin de millions et se croyait au-dessus des lois. Les hommes les plus puissants du régime nazi, désormais réduits à de simples accusés, se retrouvaient assis sur le banc des accusés, attendant leur sentence. Le tribunal était composé de juges des 4 grandes puissances alliées, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. De plus, les procès étaient régis par la Charte de Londres, approuvée à peine 3 jours après le jour de la victoire. Dès le début du premier procès, les médias internationaux se consacrèrent à la couverture de l'événement, avec près de 300 journalistes accrédités qui rapportaient chaque détail des audiences. La couverture médiatique fut variée. En France, l'indignation éclata face à certaines sentences jugées trop indulgentes, tandis qu'au Royaume-Uni, l'intérêt s'estompa en raison de la longueur du processus. Les médias présentèrent des témoignages déchirants et des preuves accablantes, y compris des films et des photographies illustrant les crimes de guerre.
Sous les lampes de la salle, les visages sérieux et fatigués des juges semblaient immobiles, mais le poids de l'histoire était palpable. Derrière eux, les documents d'accusation s'accumulaient comme des montagnes de papier contenant les détails des décisions prises sous la chaleur de la guerre. En général, des affaires complexes à décrire. 24 hommes furent accusés de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Hermann Göring, autrefois homme fort du Troisième Reich, se trouvait parmi eux. Sa stature imposante, qui autrefois remplissait les salles de pouvoir avec une aura d'autorité, s'effondrait maintenant sous le poids des accusations. Mais tous les accusés n'étaient pas aussi reconnaissables que Göring. Certains, comme Joachim von Ribbentrop, qui avait signé des pactes au nom du Reich, ou Rudolf Hess, le fidèle lieutenant de Hitler, gardaient un silence sépulcral, comme s'ils ne comprenaient pas encore l'ampleur de leurs actions. D'autres, comme Albert Speer, tentaient de se faufiler entre les failles de l'histoire, cherchant des excuses, argumentant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres ou qu'ils ignoraient l'ampleur des crimes commis. Alfred Jodl et Wilhelm Keitel étaient assis devant le tribunal de Nuremberg, leurs visages durcis par des années d'obéissance aveugle, immobiles face aux accusations qui s'abattaient sur eux comme des marteaux de fer. Tous deux avaient été des piliers du régime nazi, responsables de décisions qui façonnèrent non seulement la guerre, mais aussi le destin de millions de personnes. Keitel, avec sa signature irrévocable, avait approuvé des ordres qui résonnaient sur les champs de bataille et dans les couloirs des quartiers généraux allemands. Parmi eux, l'ordre des commandos, une sentence de mort pour les commandos alliés capturés, exécutés sans jugement. Et puis, la nuit et brouillard, un ordre qui non seulement condamnait les combattants de la résistance, mais les faisait disparaître sans laisser de traces. Jodl, quant à lui, n'était pas en reste. Il avait planifié et exécuté l'invasion de la Pologne, un coup de maître de guerre éclair, mais qui entraîna avec lui des millions de civils vers l'abîme de la guerre. L'Union soviétique fut sa prochaine victime, et bien que l'avancée initiale fût impressionnante, elle ne suffisait pas à arrêter le froid ni l'usure des troupes. Jodl ne se contentait pas de planifier des opérations militaires, il autorisait également des ordres qui entraînaient l'exécution de prisonniers de guerre et le massacre systématique de civils. Les deux hommes furent accusés de conspiration pour mener une guerre d'agression, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pour Keitel, la salle de Nuremberg devait sembler étrange, car c'était un lieu où l'obéissance à une autorité supérieure ne le protégeait plus. Pour Jodl, chaque accusation résonnait avec les échos des ordres qu'il avait signés sans broncher. Le verdict fut le plus attendu. La salle du tribunal bourdonnait tandis qu'Alfred Jodl et Wilhelm Keitel s'asseyaient sur le banc des accusés, deux ombres de ce qu'ils avaient été, autrefois puissants architectes de la machine de guerre nazie. Cependant, malgré la gravité des accusations, leurs visages restaient impassibles, comme si le poids des millions de vies détruites ne les atteignait pas. Pendant le procès, les procureurs présentèrent des documents signés par Keitel, des documents montrant sa participation directe à des ordres qui feraient frémir tout être humain. Parmi eux, le document original de l'ordre des commandos. Puis il y avait le décret de nuit et brouillard. Il n'y avait aucune pitié dans ces mots, seulement la signature d'un homme qui croyait obéir à un maître supérieur. Et Jodl n'était pas moins coupable. Ces journaux furent présentés comme preuve. Et dans ceux-ci, sans remords, il relatait la planification d'invasions brutales, comme celle de la Pologne et de l'Union soviétique, qui dévastèrent des territoires et des vies sans aucune considération. Il n'était pas seulement un stratège. Jodl avait également signé l'ordre des commissaires. Il n'y avait pas de place pour la compassion dans le cœur des hommes qui considéraient de telles mesures comme nécessaires. La salle était plongée dans un silence lourd, presque étouffant, lorsque Wilhelm Keitel et Alfred Jodl entrèrent, escortés par des gardes qui les effleuraient à peine, comme si le contact avec ces hommes pouvait les souiller. Keitel, avec son port rigide, semblait encore s'accrocher au souvenir de son autorité perdue, tandis que Jodl, plus discret, observait autour de lui avec un calme inquiétant, comme s'il savait déjà que le destin avait scellé son sort bien avant qu'il ne pénètre dans cette salle. Tous deux s'asseyaient avec la rigidité de ceux qui, même face au jugement ultime, n'acceptaient pas leur défaite. Il ne fallut pas beaucoup d'efforts au tribunal de Nuremberg pour exposer leurs crimes. Les preuves étaient irréfutables. Des documents signés, des décisions exécutées avec une précision militaire, des signatures de part et d'autre résonnaient dans ces salles.
Les accusations étaient claires, précises, implacables. Keitel avait été l'architecte de plusieurs des ordres les plus brutaux du Troisième Reich. Sa signature, apposée sur des documents condamnant à mort prisonniers de guerre et civils sans distinction, était une marque de destruction. Lorsque les preuves furent présentées, un frisson parcourut la salle. Keitel regardait les documents sans broncher. Pour lui, c'était un autre jour au bureau, simple exécution du devoir. D'autre part, Jodl, qui s'était distingué par sa planification militaire minutieuse, n'était pas moins coupable. Sa signature ornait également des ordres compromettants dans ce contexte. Dans son cas, il n'y avait pas de remords, seulement une froide efficacité. Quand leur tour de se défendre arriva, les deux hommes invoquèrent la même ligne de défense qui était devenue un cliché tout au long des procès. « Nous ne faisions qu'obéir aux ordres », dirent-ils presque à l'unisson. Pour eux, les actions entreprises dans le feu de la guerre n'étaient rien de plus que le fidèle accomplissement du devoir et l'exécution de plans établis d'en haut. Dans cette perspective, Hitler était le dictateur, le monstre à attaquer. Mais eux n'étaient rien de plus que des soldats obéissants. C'est ce qu'ils semblaient insinuer. Le tribunal, cependant, ne fit preuve d'aucune compassion. L'excuse de l'obéissance aveugle n'avait aucun poids face aux atrocités commises sous leur supervision. L'ironie était palpable. Des hommes qui avaient autrefois exigé une obéissance absolue l'utilisaient maintenant comme un bouclier pour éviter le châtiment. Après des mois de délibération, le tribunal prononça ses verdicts. 12 des accusés, dont Göring et von Ribbentrop, furent condamnés à mort. 3 autres, comme Hess, reçurent la réclusion à perpétuité. Certains, étonnamment, furent acquittés, rappelant que même dans un procès de cette envergure, la justice était aveugle. Ce fut le cas de Rudolf Hess, qui agitait les mains en gestes confus, plaidant une démence que les juges observaient avec un mélange de scepticisme et d'étonnement. Sa condamnation, réclusion à perpétuité, bien que, pour un moment, il sembla ne plus comprendre la portée de ces mots. Erich Raeder, amiral de la Kriegsmarine, s'agrippait à son uniforme invisible, peut-être en pensant au navire qu'il ne commanderait plus. Sa sentence fut également la perpétuité, mais le temps, dans sa cruelle ironie, le libéra avant. La santé, cet ennemi silencieux qui ne distingue pas les rangs, fut son billet de sortie en 1955. Plus loin, Walter Funk, le visage du Reich économique, écoutait son sort avec un murmure de résignation. Libéré 2 ans avant sa mort, sa fin arriva en 1957. Karl Dönitz, le successeur de Hitler, respira avec un peu plus de soulagement. 10 ans de prison étaient un prix modéré comparé au crime qu'il représentait. Pendant ce temps, Baldur von Schirach, le leader des jeunesses hitlériennes, acceptait 20 ans comme une punition inévitable. Mais ce fut Albert Speer, l'architecte du Reich, qui, avec un regard froid et calculateur, joua sa carte maîtresse, le repentir. C'était sa performance qui le sauva, du moins c'est ce que disaient beaucoup, lui permettant de marcher libre après 2 décennies, un homme marqué, mais vivant. Tandis que les accusés étaient conduits hors de la salle, ils savaient que leur nom, au-delà de toute sentence, resterait à jamais lié à l'ignominie. Keitel et Jodl, d'architectes du Troisième Reich, à condamner à Nuremberg. Au moment du verdict, la salle était remplie d'une tension silencieuse, comme si les murs eux-mêmes savaient que l'histoire s'apprêtait à condamner Wilhelm Keitel et Alfred Jodl. Tous deux, visages pâles mais impassibles, écoutèrent le verdict avec la même froideur avec laquelle ils avaient été signés des ordres envoyant des milliers de personnes à la mort. La voix du juge résonna clairement dans cette salle bondée, déclarant les 2 hommes coupables de crimes qui ne s'effaceraient pas avec le temps. Conspiration, agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il n'y avait pas un coin d'Europe qui n'ait été façonné par leur pouvoir. Les aspects positifs de ces hommes n'importèrent pas non plus. Des aspects qui, bien qu'invisibilisés, étaient là, tout aussi présents que les raisons de leur condamnation. Il est indiscutable que les procès de Nuremberg, conçus pour condamner les crimes du régime nazi, jouèrent un rôle essentiel dans l'établissement de précédents dans le domaine du droit international et de la justice militaire. Cependant, dans ce processus, on laissa de côté une facette qui, bien que ne les disculpant pas, nuance partiellement l'histoire de figures comme Wilhelm Keitel et Alfred Jodl. Tous deux, dirigeants militaires de haut rang dans la Wehrmacht, contribuèrent de manière significative à la réorganisation et à la modernisation de l'armée allemande,
des aspects qui eurent une influence notable sur le développement ultérieur de la Bundeswehr, les forces armées de l'Allemagne d'après-guerre. Le tribunal de Nuremberg choisit de juger Keitel et Jodl uniquement sous l'ombre des crimes de guerre, ignorant que de nombreuses contributions qu'ils apportèrent à la doctrine militaire et à la structure organisationnelle de la Wehrmacht influencèrent positivement la formation d'une nouvelle identité militaire pour l'Allemagne. Keitel et Jodl jouèrent un rôle crucial dans le réarmement et la structure opérationnelle qui, bien qu'initialement conçue à des fins offensives, laissèrent de précieuses leçons qui furent adoptées pour une force défensive dans le cadre de l'OTAN. Jodl, en particulier, fut responsable de développer des stratégies opérationnelles flexibles et adaptables, des principes que la Bundeswehr appliqua par la suite pour maintenir une posture militaire plus modérée et éthique. Mais c'est dans l'aspect éthique que l'influence de ces hommes, même dans leur chute, se révéla le plus clairement. Malgré leur condamnation, l'héritage trouble révélé par les procès concernant les deux hommes contribua à formuler un discours autour de la responsabilité morale des chefs militaires, un débat qui perdure dans les académies militaires allemandes jusqu'à nos jours. Les procès, paradoxalement, soulignèrent l'importance de la reddition des comptes, un principe que la Bundeswehr adopta comme base pour former ses futurs officiers en concentrant leur entraînement sur la tactique militaire, l'éthique et le respect des droits humains. Mais le jury ne fut pas indulgent envers ces aspects. Keitel, l'homme qui signait des sentences de mort avec un calme inhumain, ne pouvait invoquer l'ignorance. Jodl, toujours le stratège, traçait avec ses ordres des lignes de mort sur la carte du continent. Les échos du procès résonnaient dans les rues d'Allemagne, où la population se divisait entre l'indignation et l'acceptation. Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, hommes qui avaient été des titans du Troisième Reich, faisaient maintenant face à la fureur du monde après avoir été condamnés au procès de Nuremberg. Beaucoup d'Allemands voyaient les verdicts comme une sorte de justice des vainqueurs, une manière pour les Alliés d'imposer leurs propres normes juridiques aux vaincus. Dans leur cœur, il y avait un cri pour l'équité, un sentiment que leurs compatriotes étaient utilisés comme boucs émissaires dans une guerre qui avait échappé au contrôle de tous. Pendant ce temps, dans la salle du tribunal, Keitel et Jodl gardèrent la tête haute, affirmant qu'ils n'étaient que des soldats obéissant aux ordres de leur Führer. Cet argument résonnait auprès de certains secteurs de la société allemande, qui voyaient en eux une loyauté inébranlable à la discipline militaire, mais surtout à leur pays. Cependant, la vérité était plus sombre. L'histoire les avait encadrés dans un contexte de brutalité et de destruction, et l'idée qu'ils ne faisaient que suivre des ordres n'atténuait pas l'horreur de leurs actions. Jodl, en affirmant qu'il avait tenté d'entraver certaines des mesures les plus atroces, ne fit que susciter le cynisme. Le tribunal rejeta sa défense comme une tentative pathétique d'adoucir sa culpabilité. La réaction internationale était un monde à part. Tandis que certains Allemands s'accrochaient à la notion d'injustice, le reste du monde voyait les procès comme un jalon fondamental dans l'établissement de la responsabilité pour les crimes de guerre. Les verdicts posèrent les bases d'un nouveau paradigme dans le droit international, où l'impunité des chefs militaires affrontait la dure réalité des atrocités commises. Robert H. Jackson, le procureur principal des États-Unis, déclara clairement que Keitel et Jodl n'étaient pas de simples soldats, mais des architectes d'un régime ayant orchestré des crimes de masse contre l'humanité. Le rejet par le tribunal de la défense de l'obéissance aux ordres devint un mantra qui résonnait parmi les nations alliées, affirmant que la responsabilité individuelle était un principe inébranlable. Cependant, tous n'étaient pas d'accord. Certains universitaires en droit remirent en question la légitimité du processus, argumentant que la rapidité des procès avait compromis le respect des procédures. La défense des accusés, bien que solide à certains égards, fut perçue comme insuffisante face au poids des preuves présentées. Ainsi, le dilemme ne fut pas toujours facile à résoudre. En Allemagne, le cri de ceux qui croyaient encore en l'obéissance militaire honorable affrontait le jugement universel d'un monde avide de justice. Les voix se polarisèrent, reflétant un éventail d'émotions allant de la fureur à la résignation. Pendant ce temps, les échos du procès continuaient leur chemin, marquant un chapitre qui changerait à jamais le récit de la guerre et de ses responsables. Dans sa défense, Keitel, en particulier, insistait sur le fait qu'il n'était qu'un soldat obéissant, pris dans l'engrenage de la machine nazie.
Ses avocats argumentaient que sous le principe du Führerprinzip, il ne pouvait être coupable de quoi que ce soit ayant eu lieu durant ces années. Il n'était qu'un simple exécutant de la volonté de son chef. Il soutenait qu'il n'avait pas d'autorité directe sur les diverses branches de la Wehrmacht, que son rôle se limitait à celui d'un simple officier d'état-major. Ses avocats, tentant de l'humaniser, alléguaient qu'il ne pouvait remettre en question des ordres qui violaient clairement l'éthique et l'humanité. Malgré tout, le tribunal demeura inflexible, rejetant son argument en indiquant qu'il n'existait aucune justification pour les crimes de guerre. De l'autre côté du tribunal, Jodl présentait son propre récit. Comme tant d'autres, il proclamait le classique « Je ne faisais que suivre les ordres », reflétant la même rhétorique que son compagnon. Cependant, sa défense comportait une tournure intrigante. Il affirmait avoir tenté d'entraver certains mandats, alléguant qu'il avait résisté aux instructions de Hitler concernant la punition des aviateurs alliés. Mais cette résistance, supposée et jamais documentée, s'estompait face à la gravité des autres preuves. Les avocats de Jodl, tentant de le dissocier de la responsabilité directe, rappelaient qu'il avait souvent signé des documents en l'absence de Hitler, suggérant que cela démontrait sa limitation en tant qu'exécutant d'ordre. Mais le tribunal ne céda pas. La notion qu'un officier pouvait échapper à la responsabilité de crimes de cette ampleur pour la simple raison d'être un planificateur se heurtait à la logique selon laquelle chacun, en fin de compte, doit rendre des comptes pour ses actes. L'atmosphère dans le tribunal devenait lourde à mesure que les juges réfléchissaient à la nature de la culpabilité et du devoir. Les défenses, fondées sur l'obéissance militaire, furent rejetées avec un poids de preuves qui écrasait toute parole ou phrase allant à l'encontre de celle-ci. L'accord de Nuremberg, la chute des généraux nazis. Cependant, il est nécessaire de préciser un aspect clé de la sentence, la pénalisation. Ces deux hommes, importants au sein de la machine nazie, allaient être confrontés à la peine capitale par pendaison. Tels étaient les ordres du juge. Le mode d'exécution choisi avait été décidé par les puissances alliées, qui souhaitaient que cet acte soit perçu comme une punition criminelle plutôt que comme une exécution militaire. La potence, conçue pour des condamnations multiples, comportait un mécanisme de chute rapide, bien que certains se demandaient si elle remplissait vraiment son objectif. Pour Nuremberg, ils étaient coupables et paieraient leurs crimes de leur propre vie. Ainsi, le 16 octobre 1946, l'air dans la prison de Nuremberg était chargé d'un poids inhabituel. Ce matin-là, il n'y avait définitivement pas de place pour la gloire passée, seulement pour la fin définitive de ceux qui avaient mené la guerre du côté vaincu. Une salle spécifique de la prison, transformée en épicentre de ce qui allait se dérouler, était éclairée d'une lumière blafarde qui semblait se moquer des condamnés. Le premier à faire face à la corde fut Joachim von Ribbentrop. Sa silhouette, autrefois élégante, se balançait raide tandis qu'il tentait de maintenir sa dignité. Deux figures proéminentes du régime nazi, Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, attendaient leur destin ainsi que d'autres membres du même régime. Le premier des deux à affronter son sort fut Wilhelm Keitel. Dans ses derniers instants, Keitel s'accrocha à sa foi. « Que le Christ, mon sauveur, soit à mes côtés jusqu'à la fin. » Il murmura cela au chapelain de la prison, cherchant du réconfort en un moment de désolation. Ensuite, il reçut la communion, comme si cela pouvait atténuer l'horreur de ce qui approchait. Lorsque le moment arriva enfin, il s'était écoulé à peine un bref intervalle depuis l'exécution de Joachim von Ribbentrop. Le sergent-chef John C. Woods se préparait à exécuter la sentence de mort par pendaison. Un coup du sort fit que le mécanisme de la trappe défaillit, provoquant une chute douloureuse pour Keitel. Ses dernières paroles étaient imprégnées d'amour patriotique, malgré les adversités. Que Dieu ait pitié de l'Allemagne. Peu après, Keitel avait quitté ce monde, et le nom d'Alfred Jodl résonnait dans les couloirs de la prison. Bien qu'il partageât le même sort que Keitel, son comportement était notablement différent. Nerveux, mais avec un air de détermination, Jodl s'adressa au monde extérieur avec des mots qui résonnaient d'un profond patriotisme. « Mes salutations à toi, mon Allemagne. » Cette affirmation, presque un chant de guerre en un moment de défaite, contrastait avec la fragilité du moment. L'exécution de Jodl eut lieu cette même nuit. À mesure que la corde se tendait, la salle était imprégnée d'un silence inquiétant. Il fut déclaré mort peu après l'activation de la trappe.
Woods, le bourreau, ne semblait pas être troublé par les erreurs dans la longueur des cordes. Il accomplissait son devoir sans pause, tandis que les condamnés tombaient les uns après les autres, leur corps tremblant dans l'air plus longtemps que nécessaire. Joseph Malta, son assistant, observait avec un regard glacial, comme si chaque seconde d'agonie faisait simplement partie du protocole. Ces deux morts ne marquèrent pas seulement la fin de deux vies, elles symbolisaient un tournant dans l'histoire du droit international, établissant que les chefs militaires ne pouvaient pas échapper à leurs responsabilités, que l'obéissance aveugle aux ordres ne pouvait servir de bouclier face aux horreurs commises. Tout cela se déroulait sous le regard d'une petite foule rassemblée dans la prison de Nuremberg, où le destin de ces hommes et de bien d'autres allait être scellé. L'atmosphère, il convient de le préciser, était tendue et sombre, imprégnée d'une gravité qui semblait peser sur les épaules des présents. Environ 30 témoins, parmi lesquels des militaires et des journalistes, observaient avec inquiétude le déroulement d'un événement qui marquerait l'histoire. Certains officiers, visiblement nerveux, marchaient d'un côté à l'autre, chuchotant entre eux tout en prenant des notes, comme si les mots pouvaient alléger le poids de ce qu'ils allèrent voir. Lorsque l'écho des cordes et la chute des corps résonnèrent dans l'air, un silence absolu s'empara de l'espace. Mais cette sensation ne dura pas longtemps. Le colonel américain en charge de l'exécution brisa la tension en demandant si les témoins pouvaient fumer. Dans un moment qui contrastait brutalement avec la gravité de l'acte, les présents partagèrent des cigarettes, une tournure particulière au milieu de la justice implacable qui se déroulait. La rumeur selon laquelle les corps seraient transportés à Dachau pour être incinérés circula parmi les présents, mais la version officielle disait le contraire. Les cadavres de ces hommes furent transportés en secret à un crématorium à Munich. Leurs cendres, une fois réduites en poussière anonyme, furent dispersées dans la rivière Isar, emportées par le courant vers le néant, comme si l'histoire elle-même voulait effacer toute trace d'eux. Depuis lors, Alfred Jodl et Wilhelm Keitel ont été représentés dans la culture populaire allemande d'après-guerre de manière à la fois condamnatrice envers leurs actions et complexe dans leurs portraits. Ces représentations, tant dans les livres que dans le cinéma et la télévision, ont capturé l'essence de deux hommes pris dans la machine d'un régime totalitaire, dont les loyautés les menèrent sur un chemin fatal. Dans le cas de Jodl, la littérature et le cinéma ont mis en avant son rôle en tant qu'officier loyal à Hitler, signataire de la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. Cette image en fait un symbole de la chute inévitable du Troisième Reich. Il est souvent représenté comme un personnage tragique, quelqu'un qui, malgré son intelligence militaire, se laissa emporter par les décisions catastrophiques d'un régime auquel il servait sans poser de questions. Quant à Wilhelm Keitel, il a été dépeint de manière similaire. Dans la culture populaire, il est présenté comme le bras droit de Hitler, un homme totalement subordonné à son chef, incapable de défier la volonté du dictateur. Cette cécité idéologique qui le définissait est un thème récurrent dans les œuvres littéraires et cinématographiques où il est mentionné, soulignant son rôle dans les décisions stratégiques qui conduisirent à la défaite de l'Allemagne.